Le sujet est très vaste, mais on peut le résumer aussi en un mot. Mais je pense que il ne faut pas qu'on se mente en nous-mêmes. Parce que ce que j'ai vu le 16 octobre dernier, je me disais, mais on est dans quel pays? Est-ce que ces gens-là et moi vivons dans le même pays? Je me posais bien la question. Parce que on a reculé par rapport à 1990. Si je prends l'exemple de la presse, qu'est-ce que les journaux n'ont pas écrit sur le président Omar Bongo Ondimba? Mais on n'a jamais vu autant de suspensions de journaux. On n'a jamais vu un parti qui, même quand c'était le parti unique, je pense même que c'était mieux, puisqu'il y avait des débats à la télévision. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposants qui soient invités pour venir débattre et échanger avec les autres d'en face. C'est cette situation que nous vivons. On nous parle de réalisation, mais je me demande, elles sont où? Ces gens-là, mais je crois que ils ont créé un pays Potemkin à Ali Bongo au point où, peut-être comme il ne fait pas la ville, on est en train de venir lui chuchoter à l'oreille que, bon, monsieur le président, il y a telle chose qui est faite à tel endroit, il y a telle chose qui est faite à tel endroit, mais il faut qu'il sorte de son bunker pour essayer de voir si réellement les choses sont faites. Moi, je crois que sur le plan des libertés, regardez, on suspend, on dissout des partis politiques. On est où? Même en Afrique du Sud, on n'a jamais fait ça. Mais la démocratie ne veut pas aussi dire qu'on ne doit pas pour autant suivre les règles fondamentales, on ne doit pas pour autant suivre, on doit pas pour autant avoir des attitudes de responsabilité. La démocratie, ce n'est pas quand même un domaine totalement ouvert ou le libertinage. Je voudrais vous rappeler qu'en 1994, le père Paul Mba Bessol a fait la même chose, sinon pire. Non seulement il a mis en place un gouvernement, mais il est allé jusqu'à nommer des gouverneurs dans les provinces. Mais ça n'a pas prospéré. Mais si, parce que quand le ministre de l'Éducation, juste cet exemple, quand le ministre de l'Éducation nationale du gouvernement légal avait annoncé l'ouverture de l'année scolaire, c'était le ministre Pierre Claver Maganga Moussavou qui avait été nommé de l'autre côté comme ministre de l'Éducation nationale. Il est sorti dans les médias, les mêmes médias publics, les médias de service public, pour venir lancer son appel pour dire c'est nous, le gouvernement de Mba Bessol, c'est nous qui avions gagné. Je n'ai pas encore demandé que l'année scolaire puisse s'ouvrir. Et ça avait été suivi. Mais pour autant, ce parti n'avait pas été dissous. On peut suspendre un parti, on peut sanctionner un leader politique qui a enfreint à la loi, mais on ne devrait pas, en démocratie, dissoudre un parti politique. Bien. Alors, François Dumokwangi, pour ce premier volet, nous allons prendre étape par étape. Nous allons commencer donc par le volet relatif donc au débat politique. Alors, et ensuite nous allons aborder la question notamment de la liberté de la presse, la question de l'accès aux médias publics, mais également l'indépendance de la justice. Alors, pour ce qui est du débat politique, alors vous avez vraiment le sentiment que le débat politique n'est pas suffisamment avancé 5 ans après? Je partage en partie l'analyse de Jean de Dieu. Pas suffisamment avancé, non. Avions-nous totalement reculé? Là non plus. C'est un peu le juste milieu. Mais j'ai été personnellement, en tant que professionnel de la communication, en tant que journaliste, je ne me suis pas retrouvé lorsque les ténors de la vie politique ont trouvé mieux d'échanger en traversant la Méditerranée pour se retrouver dans certaines télévisions françaises. Oui. Vous voyez lesquelles je fais allusion? Bien sûr. Donc, le porte-parole de la présidence de la République ou encore M. Jean Ping. Alors qu'ici, nous disposons de professionnels rodés. Bien sûr. Il y a des journalistes qui ne sont pas totalement teintés politiquement. Ah ouais. Donc, cela peut vous conduire un débat qui permet à l'opinion de se faire une idée. Vous comprenez? Parce que l'impression que je dirais nous, mais chacun comprendra ce que j'ai envie de dire par là, c'est que nous faisons plus
la part belle à une frange de la vie politique, l'autre, elle est mise sous l'éteignoir, tout comme d'ailleurs une partie de la vie civile, la société civile. Or, le rôle de la presse, le nôtre, c'est d'embrasser tout le monde, c'est donner la parole à tout le monde, et cela permettrait au public de se faire une idée assez exhaustive. Donc, l'accès aux médias publics, là également, c'est une vérité, j'enfonce une porte ouverte, la part, elle est, en tout cas la part du lion revient à la majorité. Or, il y a la règle du tiers top, Oui, bien sûr, bien sûr. la majorité, l'exécutif, puis l'opposition. Le CNC, le Conseil national de la communication, le sait. Je ne me souviens pas avoir lu quelque part le CNC rappeler à l'ordre le responsable des médias publics. Ce n'est pas une question de stigmatiser les médias publics. Ces médias fonctionnent grâce aux contributions de tout le monde, Bien sûr. y compris les compatriotes qui sont du côté de l'opposition. Donc ces derniers, ma foi, pour accéder aux médias publics, ce n'est pas un cadeau en fait, c'est un droit. Et il appartiendrait aux journalistes, comme nous débattons, de recadrer le débat. Absolument. Si le leader déraille, on le ramène à l'ordre. Et s'il persiste dans ce sens, eh bien la prochaine fois on dirait, monsieur, vous ne venez pas pour construire le débat politique, donc, encore que j'ai horreur de la censure, on dirait, trouvez quelqu'un d'autre. Donc, c'est somme toute relatif. Alors, du côté de la presse écrite, Jean de Dieu va me pardonner, nous avons l'habitude d'échanger. Oui, bien sûr. Tous les journaux ne sont pas vraiment exemplaires. Absolument. Je suis vraiment désolé. Il y a certains journaux, lorsque vous achetez le journal, et puis vous vous demandez pourquoi vous avez perdu 600 francs. Alors, on vous annonce que les pèderies sont devenues vertes ambiguës, en première page. Bigou, c'est chez moi, pardonnez-moi. Alors, quand vous ouvrez le journal, c'est traité en 2 phrases. De qui se foutons, permettez-moi l'expression. Il manque de professionnalisme du côté de certains journaux. Je vous ai parlé des pigeons. Mais lorsqu'on remet en cause l'unité nationale en disant, bon, voilà, tel cabinet a été formé, il manque des représentants de telle ethnie, de telle province, etc., etc. Quelque part, on tire le débat démocratique vers le bas. Et que là, que le Conseil national de la communication sévisse, quelque part, on n'a pas, cette institution n'a pas totalement tort. Encore que le CNC actuel, pardonnez-moi, on ne peut pas s'attendre à mieux. Non, de mon point de vue. Contrairement au premier CNC, celui issu de la conférence nationale, où nous, les professionnels, nous avons voté nos représentants, ce CNC-là avait abattu un travail. Mais les membres actuels, je ne dis pas qu'ils ne sont pas de bons professionnels, mais ils ont été nommés par le président de la République, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, tous d'un même bord politique. Ne vous attendez pas à ce qu'ils se fassent harakiri. Vous savez les avantages qu'ils ont là-bas au CNC. Donc il y a aussi cet aspect-là. Et Jean de Dieu, là, je t'interpelle très sincèrement, lors d'un débat, nous parlions de l'autorégulation de la presse. Où est-ce que nous en sommes nous-mêmes? Voilà. Parce que c'est bien. Oui, ça existe sur le papier. Ça existe sur le papier. Oui, tout à fait. Je me souviens très bien encore, c'était en 1995, je crois, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai assisté à une rencontre des directeurs de publications, le quotidien Le Jour mené par Djigou Bailly. Oui. On lit, on dit, Jean de Dieu, ce que tu as écrit là, vraiment c'est trop fort. Pas bon. François, là, c'est pas ça, il faut faire ceci. Et le lendemain, on publie. Donc, on s'auto-conscientise déjà nous-mêmes. Mais nous-mêmes, journalistes, nous ne le faisons pas. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Voilà une branche. Voilà une branche qui fait, je ne dirais pas une évasion de barbare, mais ce n'est pas très loin de ça. Alors, on s'est cassé la figure. Tel endroit, on devient journaliste du jour au lendemain. Oui, ça c'est un problème. Comme si moi, je pouvais me lever demain matin, me retrouver à Rio, puis ouvrir des ventres, pratiquer des césariennes. Il y a quelque chose qui... Mais non, je m'excuse, cette profession, il y a des moments où je ne me reconnais pas. Bien, alors Jean-Claude Affa, pour revenir donc au débat politique 5 ans après, à l'accès aux médias publics, à l'indépendance de la justice, d'abord pour ce qui est du débat politique dans notre pays. Moi, je crois que le débat politique a été faussé d'entrée. Parce que la démocratie a des normes. Et quand on s'éloigne de ces normes-là, à moins qu'elles soient tropicalisées, ce n'est plus la vraie démocratie. Après 2009, le chef de l'État a modifié la Constitution. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Chacun trouvera sa réponse. Jean de Dieu l'a dit, le parti politique a été dissous l'Union nationale. Est-ce que c'était nécessaire à partir de la faute de l'autre? Chacun trouvera sa réponse. Mais je trouve que sur le dialogue politique, il n'y a pas eu trop d'avancées. Le président de la République a invité de temps en temps les acteurs politiques pour se prononcer sur certains sujets phares. Sa présidence à la CEMAC, Lynn Barnier. Qu'est-ce qui est sorti de ces discussions? On a l'impression que c'était de la poudre aux yeux, on invite des gens, mais tout ça ne suit pas derrière.
Alors, débat politique, je crois si on n'a pas reculé, mais on ne marque pas sur place. Alors, Elvire Bekale, pour ce qui est du dialogue politique, vous avez quand même le sentiment qu'on arrive à dialoguer librement depuis 5 ans? Moi, je trouve très intéressant de focaliser le bilan des 5 années de pouvoir du président Ali Bongo sur ce côté état de droit. Parce qu'il faut le dire, le Gabon ne fait pas partie des pays dits démocratiques. Le Gabon est une dictature. Ce n'est pas un pays démocratique. Donc c'est un... Non, oui, c'est vrai, il y a un classement. Il y a un classement qui a été fait par... vous avez des données précises? Oui. Il y a un classement qui est généralement fait par un magazine britannique. Le classement des plus grandes démocraties. Il y a un indice de démocratie. Bon. Et personnellement, moi, j'ai consulté cet article sur Internet et le Gabon est un régime dictatorial. Vous savez, tout le monde Maintenant, peut écrire. On ne dit pas. Tout le monde peut écrire. Tous les Ils magazines se sont basés sur pas mal de normes internationales. C'est pas avéré. Voilà, sur pas mal de normes internationales. Et ils ont fait leur petite analyse. Il y a un classement. On connaît les plus grandes démocraties, la Norvège, la Suède, etc., la Finlande. Et puis on connaît les pires démocraties, l'Érythrée, la Somalie. Et donc voilà. Moi, ce que je voulais dire, il faut qu'on puisse se rappeler que l'introduction de la biométrie ne date que de 2013, décembre 2013. Ça veut tout dire. Ce n'est que maintenant que nous pensons à avoir des élections dites transparentes et plus ou moins libres. Mais même en parlant de la biométrie, je ne sais pas si mes confrères ont reçu ce document, mais notre rédaction, nous avons reçu un bilan du travail effectué par le gouvernement en place sur les 5 ans. Et ce qui était très intéressant, c'est que la question de la biométrie n'a pas été mise dans ce schéma chronologique. Je crois que le document en question est sorti dans la dernière page d'un quotidien de la place aussi. Donc, et ce qui est très intéressant sur la biométrie, c'est que nous avons un observatoire national. Le président de l'observatoire, c'est Dieudonné Milama Mitogo, qui a fait un certain nombre de critiques et qui a relevé un certain nombre de dysfonctionnements. Il est temps, en fait, nous voulons la démocratie, nous voulons un dialogue politique plus inclusif, nous voulons le développement, mais ça passe par là. Si nous nous focalisons d'abord sur le régime, sur le dispositif électoral, il faut que le dispositif électoral soit rigoureux. Mais nous avons encore un autre petit souci, parce que même ce dispositif biométrique a été fourni par un groupe français, Gemalto. J'étais en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010, où il y a eu des affrontements, des violences qui ont fait 3000 morts entre les forces de Laurent Gbagbo et celles d'Alassane Ouattara. Il y a eu des élections, il y a eu un dispositif biométrique qui a été mis en place. Et c'est toujours le français Gemalto. Donc nous avons eu des élections qui ont été pas organisées, mais je veux dire que le fournisseur français Gemalto a fourni un dispositif biométrique. Et nous avons l'impression que les deux camps ont déploré des fraudes. Oui. Donc nous prenons encore ce Gemalto, ce français Gemalto, ici au Gabon, alors que nous savons que le service qu'il propose en cas de processus électoral est plus ou moins biaisé. Nous ne disposons pas d'un service haut de gamme, j'ai envie de dire. Donc ce sont tous ces petits paramètres-là que nous devons régler et que nous devons... sur lesquels nous devons veiller. Oui, François Dimoukouangui. Ce que disait Elvire tout à l'heure m'a fait bondir. Dire que le Gabon est une dictature, c'est quand même un peu excessif. On va dire que ce n'est pas encore si parfait que ça, que la démocratie est un processus que l'on doit améliorer au jour le jour. Il y a quand même des mobiles de satisfaction. Oui, bien sûr. Pardonnez-moi, ce matin, dans le journal, j'annonçais que dans un pays limitrophe, il y a 3 journalistes qui se retrouvent en ce moment derrière les barreaux. Dieu merci, chez nous, malgré les dérapages dénoncés, il n'en existe pas. Il n'en existe pas. 1. 2, les prisonniers d'opinion, les prisonniers politiques. Officiellement, là aussi, je ne crois pas qu'il y en a dans notre pays. Pas du tout. C'est déjà pas mal. Tertio, enfin, il y a quand même quelque chose dans notre pays que vous pouvez vous permettre
entre deux verres, raconter tout ce que vous voulez sur le régime. On ne va pas venir vous percher comme cela. Parler même du président Ali Bongo Ondimba, on peut se le permettre. C'est un reportage dans certains pays. Les libertés sont garanties. Citer le nom du chef de l'État, c'est déjà quelque part un casus belli. Donc, ça, c'est un rapport. Il y a des normes. Il va terminer. C'est un rapport fourni par un groupe. Les groupes, il y en a beaucoup. Ça dépend de quel côté l'on se penche. Bien sûr. C'était mon point de vue. Je déteste vos idées, mais je me battrai pour qu'elles existent. Donc, voilà, c'est pas si grave que ça. Jean de Dieu, avant de conclure sur la question du dialogue politique. Juste pour dire à François Duc, je vais voler au secours d'Elvie, pour dire à François Duc, oui, tout ce que vous dites est vrai. Mais par rapport à ma première intervention, il y a des aspects. C'est vrai, on n'a pas mis des gens en prison et tout ça. Mais attendez, il est sorti dernièrement. Le général Toupa, c'était quoi? C'était quoi? Je dis, il n'y en a plus en ce moment. Ah, mais il a été. Et jusqu'à présent, si on l'a absous, ça veut dire qu'il doit rentrer dans ses droits. Et ça fait 2 ans que le gars trime. Donc, c'est exactement comme s'il se retrouvait toujours en prison. Ça viendra. Mais il y a des critères, qui permettent de jauger le niveau d'une démocratie. Ces critères ne se résument pas seulement à ce que vous dites. Non, et je suis d'accord aussi pour relever qu'effectivement, quelque part, notre politique connaît des ratés. On peut le constater, je suis d'accord avec vous. Si on se souvient de la législature ayant suivi la conférence nationale à la Cité de la démocratie, le public prenait d'assaut les sessions, a assisté notamment à ces fameuses passes verbales lorsque M. Casimir Oyemba était le Premier ministre, les motions de censure. Mais ce qui me chagrine, c'est que l'Assemblée nationale est là, pratiquement au centre-ville. Elle n'est pas prise d'assaut par le public. Donc il y a une certaine désaffection. Ceci explique cela. Elle est aussi valable Ceci explique cela. tout au long des consultations. Ceci explique cela. Tout au long des consultations, on constate que de moins en moins, les gens vont aux urnes. Ils se disent que de toute façon, à quoi ça sert d'y aller? Les jeux sont pipés d'avance. Bon, c'est un des engouements qui peut justifier le fait que certains pensent que la démocratie recule dans le pays. Alors, mais il y a quand même, vous avez suivi cette semaine le PDS qui a fait sa rentrée politique de Maître Ndaou, qui relevait par rapport un peu à la question de l'état de droit, des libertés publiques, du dialogue politique, et que le PDS fait de l'opposition et non de l'obstruction. Or là, on semble un peu s'enfermer dans un débat de personnes pour ce qui est du Gabon. Jean-Claude Affa. La position du PDS aujourd'hui est confuse. On ne sait pas si il est oiseau ou viande. Après, surtout, sa signature... C'est une viande. Non, entre animal et oiseau, je voulais dire. Bon, c'est encore la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bon, surtout, après la signature, l'accord du pacte social avec le président de la République. C'est son choix. Oui, c'est son choix. Ah oui, mais sûr. ceux qui soutiennent la politique du président de la République sont-ils dans l'opposition, dans la majorité? Je crois que M. Ndao devait se positionner et dire, à partir de ce jour, je soutiens la politique du président de la République, étant dans la majorité républicaine et sociale. C'est un opposant modéré. Bon, bien. Alors, dernier aspect sur la question... Non, ne survolons pas, c'est très intéressant. Allez-y. Oui, juste sur ce point, je pense que je voudrais demander au président Ndao, est-ce que... Parlez du parti, on ne cite pas les personnes. Est-ce que c'est une tare de s'allier à Ali Bongo Ondimba? Pourquoi il en a honte? Mais il faut qu'on arrête de jouer aux amuseurs publics. Il ne l'a pas dit d'ailleurs. Hein? Mais non, mais quand il accuse les autres de faire de l'obstruction, il dit même que les opposants ne parlent pas d'Ali Bongo en tant que président, mais c'est la haine par rapport à un nom. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Les critiques de l'opposition sont basées sur les actes que le président de la République pose. Et jusqu'à preuve du contraire, l'opposition, sa mission, c'est de s'opposer, de critiquer. Bien sûr. Mais Maître Ndao, il est en même temps, il collabore, en même temps il se dit opposant, mais il y a un problème qui ne va pas. Personne ne peut comprendre cette position-là. On ne peut pas, par exemple, il dit
il se retrouve dans les questions sociales, les propositions dans le pacte social. Il a pris ces propositions pour les remettre au président de la République. Très bien. Mais il aspire à devenir président de la République demain. C'est ça la mission d'un parti politique. Il a un parti politique. Et demain, s'il est président de la République, il fait quoi? Mais il n'en demeure pas moins vrai aussi que l'opposition peut aussi, lorsque des actes sur le plan politique et économique sont posés, l'opposition peut également apprécier. On ne peut pas faire de l'opposition pour uniquement faire de l'opposition. Mais c'est peut-être ça le problème qu'il pose. Non, la preuve c'est que quand l'opposition ne parle pas, ça veut dire que l'opposition est d'accord avec tel ou tel acte qui a été posé. Un acte qui est bien. Est-ce qu'on a besoin de venir? Et c'est ça le pays de cours qu'on est en train de vouloir construire. C'est-à-dire quelque chose qui est déjà positif. On monte à la télévision, à la radio, dans la presse écrite pour dire « Oui, monsieur le président, vous êtes beau, vous avez eu un beau costume. » Ce n'est pas ça, on n'a pas besoin de ça. Quand c'est positif, c'est déjà positif. On ne critique que ce qui est négatif. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que l'opposition fait. Alors, mais Maître Ndao voudrait que les opposants puissent dire « Oui, monsieur le président, on vous félicite, vous avez bien fait. » Ce n'est pas ça. Alors, François du Mukongi voulait rebondir sur cet aspect bien précis avant Elvire. Lorsque le président Ndao avait signé l'adhésion au pacte social, j'étais au palais présidentiel, que j'ai eu à l'interviewer. Oui. Il avait dit que signer le pacte social ne signifie pas que je suis rentré dans la majorité. Alors, lorsque la situation l'exige, on peut parfois mettre de côté son amour-propre, son ego, pour, si ça peut aider le pays à décoller, tant mieux. Ce sont nos amis chinois qui le disent. Vous nous amenez à la co-gestion du pays, c'est ça? Pourquoi pas? Peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris. Alors, dire aussi quelque part, permettez... Allez-y, François Duc. Ce que je reproche également à nos opposants, c'est de noircir systématiquement les tableaux. Voilà. Franchement. Mais ils sont dans leur rôle. Non, ils sont dans leur rôle, mais ça ne signifie pas quand même de dire que tout est si sombre que ça. Mais vous aussi, vous exagérez. Là, c'est de la caricature. Vous me placez dans quel camp, là? Vous aussi, vous exagérez. Non. Vous êtes journaliste ici. Oui. Ce sont des journalistes qui s'expriment. Non, ce sont des journalistes qui s'expriment. On a constaté lors de la célébration de ces 50 pouvoirs du président de la République, vraiment la facture a été nette dans les médias. Il y a ceux qui voient la vie en rose, pour reprendre Edith Piaf, et il y a ceux pour qui, vraiment, tout est sombre. Tout est sombre. Quand même, il ne faut pas exagérer. Bien sûr. Je ne crois pas que si demain un opposant veuille dire que Ali Bongo a réussi, c'est là qu'il n'est plus opposant. Il n'a pas dit. Ça n'enlève pas du tout. Voilà. Non. Un peu de fair play, c'est le journaliste qui doit avoir ce fair play-là. Ce n'est pas l'opposant. Lui, il n'a pas à faire de cadeau à son adversaire politique. Voilà. Il ne faut pas qu'on confonde les rôles. Nous, les journalistes, nous devrions faire la part des choses. Voilà. Mais on ne peut pas demander à un opposant de jeter des fleurs à son adversaire politique. Ça n'existe nulle part. Absolument. Alors, Elvire Bécalé. Je soutiens tout à fait Jean de Dieu, parce que je me dis que l'opposition est là pour s'opposer. Oui. C'est vrai que nous voulons une opposition constructive, mais l'opposition constructive, ce n'est pas une opposition de complaisance. Hein? Il y a le problème lorsque Maître Ndao, même s'il a précisé qu'il n'adhérait pas au plan stratégique Gabon émergent, mais il adhérait au pacte social. Qui est déjà un pan du plan stratégique. Donc, c'est comme, il y a comme un petit quiproquo à ce niveau-là. Maître Ndao pose le problème de la crédibilité de l'opposition. C'est-à-dire, il porte préjudice à toute l'opposition en faisant cela. Les Gabonais ont déjà tellement de choses à reprocher aux actuels opposants parce qu'ils ont fait partie du système. Et lui, encore, il vient... Enfoncer le clou. Enfoncer le clou. Donc, ça révolte un petit peu bon, alors, dernier aspect sur ce point bien précis. Dans le traitement de cette information-là, j'ai pas vu qu'un des confrères a donné la parole à Maître Ndao. Plutôt, il y a des supputations selon lesquelles, bien, s'il a signé le pacte social, c'est parce qu'il voulait voir l'État rembourser une certaine dette, 130 millions de francs CFA, parce qu'il lorgne la présidence du Sénat, mais il serait temps également que nous fassions toujours de commentaires, il serait temps que l'on donne la parole à ceux qui agissent. C'est pas parce que vous êtes dans votre desk à Libreville, vous papillonnez là, paf, et vous faites un papier, vous dites que bon, je fais mon boulot. Vous dites que notre rôle... Vous posez là le problème des journalistes à l'accès à l'information. Oui. Mais qui vous dit que les gens n'ont pas sollicité Maître Ndao? Il ne faut pas être catégorique. Il y en a qui ont sollicité Maître Ndao. Il a refusé. Mais il a refusé. Ah bon?
Moi, je peux vous le dire. C'est plutôt quelqu'un qui communique très bien. Très bien. Alors, personnellement, il n'a jamais refusé une interview. Mais vous êtes à Africa numéro 1. Ne dites pas que je ne suis pas PDS. C'est la même chose quand les gars de l'Union demandent à le rencontrer, c'est pareil. Mais il réfléchit par 2 fois quand c'est un journal Ezombolo ou je ne sais pas. Non, peut-être aussi c'est parce que lorsque la personne qui a été interviewée ne se retrouve pas dans le round de finale, la prochaine fois, forcément, il faudrait quand même Non, qu'il y ait un début. Non, je ne cherche pas de ça justification. parce que François Ducdet, après l'interview, on fait relire l'interview à notre interlocuteur. Donc, s'il se reconnaît, il donne son aval pour publier l'interview. Bien. Alors, la Commission nationale électorale a publié le calendrier pour les sénatoriales. Apparemment, c'est une élection sans grands enjeux. Elvire Bécalé. Bon, concernant le calendrier sénatorial, je ne vois pas tellement la problématique, si ce n'est que à quoi sert le Sénat au Gabon? À quoi sert le Sénat au Gabon? Le Sénat est là pour s'occuper des collectivités locales. Mais lorsque nous voyons que depuis sa création en 1996, c'est le PDG qui règne de façon absolutiste dans cette institution. Il gagne les élections. Oui, bon. Bien sûr. Et c'est pour ça que je pose le problème de Gemalto, le français Gemalto. Je pense que les Gabonais auront le changement qu'ils souhaitent lorsqu'ils auront le courage de dire qu'ils en ont marre de certaines choses. Bien, alors, dans 2 ans, nous serons au terme du mandat. 2016, dans quelles conditions irons-nous à ces élections? Insistons sur ne sautez pas là. Vous avez dit que c'est une élection pratiquement sans enjeu. Pas totalement d'accord avec vous, bien au contraire. C'est vrai que mathématiquement, le PDG va rafler la mise eu égard à sa prestation lors des élections locales. Parce qu'il faudrait rappeler que le scrutin qui arrive, c'est un scrutin indirect. Donc ce sont les grands électeurs qui iront voter ces messieurs et dames sénateurs. Mais c'est intéressant quand même sur 2 petits points au moins. Il s'agirait de voir comment le PDG va investir ses candidats. Or, en ce moment, les caciques et les rénaux s'y typent allègrement. Alors, parce que là, le PDG se retrouve devant un choix. Ou il reconduit les sénateurs actuels et se met à dos les jeunes loups, ou le PDG injecte du sang neuf, et ce sont donc la vieille classe qui ne pourrait que fulminer. Donc là, le choix va être difficile. Et ensuite, il y a le président du Sénat, l'élection du président du Sénat. Ah oui, absolument. C'est très important lorsqu'on sait que constitutionnellement, c'est lui qui doit remplacer le président de la République en cas de vacances. Voilà, donc c'est quand même un scrutin très intéressant, mais on peut être sûr que le PDG ne va pas sortir de là la cohésion risque de ne pas être cela. Jean de Dion, c'était juste en faisant tous les développements qu'il vient de faire. Je voudrais dire qu'il faut tenir compte de la façon dont les responsables du parti ont géré le parti, ont géré les humeurs des uns et des autres depuis les dernières élections locales. Et ça va compter beaucoup. Pour nous prendre qu'un seul exemple, c'est dans le Wellington, où je maîtrise le mieux, mais il y a justement des caciques qui ont été mis à la porte. Il y en a qui ne se reconnaissent pas dans les nouveaux responsables qu'on vient de nommer aujourd'hui et qui ont décidé de faire en sorte que si jamais eux, ils ne sont pas investis, eh bien, ils feront tout pour que l'opposition puisse gagner ici et là. Alors, donc, l'élection n'est pas jouée d'avance. On ne va pas continuer à s'enfermer dans ce débat. Il faut à un moment donné que les caciques sachent qu'il faut passer la main. Mais le problème est que il ne faut pas leur faire jouer un mauvais jeu, un mauvais rôle. C'est-à-dire que quand on a besoin de rassembler, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont eux qui sont... Parce qu'à l'époque, ça ne finit pas. À l'époque, c'était, comment dire, chacun était un baron, c'était des baronnies ici et là. Donc, quand on avait besoin de mobiliser, même jusqu'à présent, on a besoin de certains barons à certains endroits parce que les jeunes que le PDG a investi dernièrement ou a responsabilisé, il y en a qu'on ne reconnaît même pas là où ils ont été responsabilisés. Donc, ils ont besoin de ces barons-là pour les encadrer d'abord avant de les laisser continuer. Or, le problème qui se pose, c'est que dès que l'autre est arrivé, il dit « Bon, moi, je n'ai plus besoin de vous, vous pouvez partir. »
Mais à partir de ce moment, Ça crée ça crée des tensions, Bien sûr. des frustrations. Bien sûr. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Bien, alors on peut passer au troisième sujet pour parler du volet santé. Et là, avec la CNAMGS qui était réunie en atelier, François Duc-Mokongue. Vous voulez parler de 2016? 2016, vous voulez revenir sur 2016? Il voulait bien parler de 2016. Parce que je vous ai arraché littéralement la parole. Ah, ben voilà. À moins qu'on évacue. Comment Comment envisager envisager 2016? 2016? Oui, pour éviter des contestations, pour garantir la sincérité du scrutin, la transparence électorale, 2016, en un mot simplement. Elvire l'a dit. Le fichier électoral, Ouais. Biométrique, la biométrie, il faudrait le parfaire. absolument. Ben, ouvrir davantage les médias pour que chacun Tout part puisse de là. Tout s'exprimer. part de là. 2016, Jean de Dieu Toutoum, comment l'envisager pour garantir la transparence du scrutin et la sincérité de ces opérations de vote? Mais pour l'instant, justement, le fichier électoral, c'est seulement l'identification. Il faut l'authentification pour que le vote soit en grande partie sincère. S'il n'y a pas ça, on va encore vivre les mêmes difficultés, les mêmes contestations qui peuvent dégénérer. Et personne ne le souhaite. Bien. Jean-Claude Affa, Oui, sur la mais 2016, Sylvain, comment que y aller à ce scrutin? Que peut-on attendre de mieux pour 2016 quand on voit le ministre qui est censé organiser ces élections donner déjà une caution pour susciter la campagne, la candidature du président de la République? Ça veut dire qu'à partir de là, les jeux sont faussés et on ne peut pas s'attendre. C'est pas le ministre qui organise, il était là-bas en tant que militant. Oui, Il aurait pu s'abstenir de se retrouver en première ligne, s'abstenir au vu de ses fonctions. à donner une caution pour appeler la Vous avez des candidature. doutes? Pourquoi pas? Bien. Elvire, vous voulez à Oui, nouveau... 2016, ça me concerne aussi parce que... Vous il serez faut- candidate? Non, non, Ah, non. bon. Ce n'est pas Je vrai. dis, le La sujet me corporation concerne sera aussi derrière parce vous. qu'on a fait le tour de table sans me donner la parole. Ah, Donc, je voulais toutes dire mes excuses. 2016. 2016, c'est aussi, il faut comprendre que Ali Bongo n'est pas dans tous les bureaux de vote. Hein. Ce sont les Gabonais eux-mêmes qui sont là-bas. Et personne ne leur met un couteau sous la gorge pour... parce qu'on a déploré des achats de récépissés, on a déploré des émargements fictifs, on a déploré toutes sortes de choses. C'était les Gabonais eux-mêmes. Nous plaignons de certains comportements que nous voyons au niveau supérieur, mais il faut aussi comprendre que ce que nous voyons au niveau supérieur vient d'abord du niveau inférieur. Comment allons-nous Voilà. aborder l'élection présidentielle 2016? C'est pourquoi- Voilà la question. c'est pourquoi Comment il- y aller? C'est pourquoi il faudrait saluer le travail qu'Abba, vous parlez de l'Observatoire national des élections, Voilà. de la démocratie, de la démocratie. qui n'attend pas le jour du vote pour sensibiliser, Tout à fait. pour mener des actions dans le sens de la consolidation de la culture démocratique. Parce qu'il faudrait dépassionner, il faudrait rendre au vote ses lettres de noblesse. Parce que pour beaucoup, ça ne sert à rien, Absolument. surtout lorsque ce genre de message est véhiculé par les jeunes, l'avenir de la nation, et il faudrait craindre. Dépassionner des débats. Absolument. Après tout, ce n'est qu'une élection, l'avenir va se poursuivre. Plus de Elvire? responsabilité civique, D'accord. faire en sorte que les populations se sentent vraiment imprégnées par l'activité citoyenne. Donner un sens au bulletin de vote. Tout à fait. Bien.